Alors, Clicker Training pour les chevaux et les ânes. Je suis Hélène Roche, éthologiste spécialisée en vulgarisation scientifique sur le comportement des chevaux. Je rappelle que cette conférence se déroule dans le cadre des webconférences organisées par l'Institut français du cheval et de l'équitation, auxquelles on peut assister en direct en s'inscrivant sur le site de l'IFCE. Alors pourquoi parler de clicker training pour les chevaux et les ânes? Eh bien parce que c'est une technique qui, je trouve, est encore trop mal connue, trop méconnue. Et pour moi, c'est un outil de communication et de travail avec les animaux qui est extrêmement intéressant et je trouve que ça gagne à être connu. Mon exposé va se dérouler en plusieurs phases. Déjà, je vais vous présenter d'où vient le clicker training, un petit peu son historique, pour que vous compreniez aussi sa spécificité de ce point de vue-là. Et ensuite, je vais vous expliquer ce que c'est que le clicker training et je vais aussi vous expliquer ses principes, comment à peu près démarrer sur ces principes-là et répondre aussi par avance à des questions qui sont très fréquemment posées, puisque dans les cadres des formations que je peux animer, des stages que j'anime, il y a vraiment des questions qui reviennent très 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 souvent à propos de cette technique. Dans cet exposé, ce que vous ne trouverez pas, c'est comment je fais mes exercices avec mon cheval, mon âne, mon poney en détail. Là, je vais vous expliquer les grands principes. Ce n'est pas un tutoriel pour faire du clicker avec son animal. Donc là, c'est vraiment la compréhension de l'outil et les principes à partir desquels, d'ailleurs, vous pouvez tout à fait commencer aussi les exercices. Alors, d'où est-ce que vient le clicker training? Alors déjà, ce terme, c'est un terme qui a été utilisé par des gens de terrain. Ces personnes de terrain, en fait, se sont inspirées de travaux issus de la recherche fondamentale dans les années 1960 et ont fait, si vous voulez, ont créé leur propre outil. Ces travaux de recherche dont ils se sont inspirés, c'est ceux en particulier de Skinner, dont vous avez peut-être entendu parler quand on parle de conditionnement opérant. Eh bien, c'est en particulier de lui dont on parle, de Skinner, de Thorndike aussi et Watson, avec des expériences en laboratoire sur des espèces comme les rats, les pigeons, les chiens et les chats aussi. J'ai mis cette petite illustration rigolote pour vous illustrer ce que c'est que un peu l'idée des boîtes de Skinner. C'est en fait mettre les animaux dans une situation où il y a une stimulation de l'environnement à laquelle ils doivent répondre, trouver une solution. Ils doivent chercher une solution. Et une fois qu'ils ont trouvé cette solution, eh bien, ils vont avoir une conséquence pour eux, soit, on va dire, bénéfique, enfin, dans tous les cas bénéfique, qui va leur donner envie de recommencer, soit ils obtiennent une récompense, soit il y a quelque chose de désagréable qui cesse. Et là, le petit rat dit à son collègue rat, c'est un phénomène plutôt intéressant. À chaque fois que j'appuie sur ce levier, ce post-doctorant pousse un soupir de soulagement. Oui, parce que dans ces expériences, on étudie les animaux, on les observe beaucoup, et c'est vrai que savoir ce qu'eux perçoivent de la situation, c'est ce qu'on imagine observer, mais peut-être qu'il se passe d'autres choses dans leur petite tête. Et donc là, ce qui est quand même schématisé sur ce dessin, c'est que le rat appuie sur un levier et vous voyez une sorte de petit bouton au-dessus qui peut être soit un indicateur lumineux, donc un stimulus lumineux, une petite lumière qui s'allume et qui indique à l'animal que c'est le moment où il doit faire quelque chose, ou alors un son qui est diffusé par là. Et l'animal appuie sur le levier et puis donc en conséquence il peut obtenir une récompense. Donc ces travaux ont été vraiment démarrés dans les années 1950-1960. Il y a eu beaucoup de publications, de thèses, et donc des gens de terrain ont eu connaissance de ces travaux et ont commencé à les appliquer sur d'autres animaux qui n'étaient, eux, pas en laboratoire. En particulier, sur les mammifères marins, ça s'est produit. C'est-à-dire que des personnes qui avaient en captivité des mammifères marins type otaries et toute espèce de dauphin, au départ, ils montraient ces animaux comme on peut les montrer dans un parc zoologique. Ces animaux ne faisaient pas d'exercice particulier. Et il y avait aussi des difficultés à soigner ces animaux parce qu'ils évoluent dans un milieu aquatique et donc plus difficile à contraindre qu'en milieu terrestre où nous, on évolue. Donc ces
se sont dit que si on arrivait à faire des choses assez complexes parfois à des rats ou des pigeons, probablement on pouvait appliquer les mêmes principes à d'autres animaux, qui plus est des mammifères comme les dauphins. Et en regardant les animaux évoluer dans leur milieu captif, ils ont essayé de saisir des comportements en donnant une récompense à l'animal dès qu'il faisait le bon comportement, enfin le comportement en tout cas que la personne aurait aimé voir par la suite réitéré. Et petit à petit, ils ont pu comme ça obtenir des comportements ensuite à la demande et, de fil en aiguille, ont construit des techniques d'entraînement de leurs animaux, allant jusqu'à des enchaînements de comportements plus complexes, produisant ainsi des animaux aptes à faire des spectacles, et puis surtout aussi aptes à coopérer pour des soins, ce qui facilite grandement le travail quand on intervient sur ces animaux. Une personne aux États-Unis a en particulier contribué à populariser ces techniques, qui ne s'appelaient pas encore clicker training. C'est Karen Pryor, qui était responsable d'un delphinarium à Hawaï et qui, comme beaucoup de soigneurs animaliers, avait des animaux familiers. Elle avait des chiens et des poneys. Et elle a du coup transposé ce qu'elle faisait en milieu aquatique à ces animaux terrestres. Et elle a formé différentes personnes, et petit à petit, ça a fait tache d'huile, et pas mal de soigneurs se sont mis à ces techniques-là. Et on ne sait pas exactement comment, mais en tout cas, le terme de clicker training a été adopté à un moment donné par des personnes de terrain, donc des entraîneurs d'animaux, qui travaillaient en particulier plutôt sur les chiens. Donc c'est surtout aux États-Unis que ça a démarré. Ensuite, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Cette technique, on va dire, du clicker training est popularisée par les émissions télévisées qu'on voit dans les parcs zoologiques, où en particulier on va soigner les animaux grâce à leur coopération. Et comme vous voyez sur cette photo d'une girafe qui touche une cible, eh bien, ça peut être une technique pour que l'animal se positionne à un endroit, par exemple pour examiner ses yeux, sa tête, ou éventuellement faire une prise de sang. Le terme de clicker training n'est alors souvent pas employé, c'est plutôt le terme de medical training, qui va être un terme générique regroupant des techniques visant à avoir la coopération des animaux pendant les soins, mais on pourrait tout à fait y adjoindre le terme de clicker training. En France, pour ce qui concerne l'éducation canine, c'est maintenant très commun de trouver des éducateurs canins qui proposent du clicker training dans l'éducation des chiens. Et ça a été notamment fait dans les années 1990, popularisé sous l'impulsion de Jennifer Catté et Catherine Collignon. Donc le terme clicker training, là, dans le milieu canin, est plutôt, on va dire, très connu. Alors, je parle de clicker training, mais jusque-là, j'ai pas dit exactement ce que c'était. Ça fait référence à un objet, le clicker, que vous voyez là en photo dans ma main. Il y a plusieurs types de clickers. Là, c'en est de deux types. Le petit avec le bouton poussoir, il fait un bruit assez léger. Et celui qui est plus rectangulaire, où on voit la languette métallique, lui est plus fort. Après, selon les animaux qu'on a et l'envie qu'on a, on peut se servir de l'un ou de l'autre. Moi, j'aime bien le gros qui fait plus de bruit, et même avec des animaux très sensibles comme les chats, si on les habitue progressivement, il n'y a pas de souci, ils ne sont pas effrayés par ce bruit-là. Mais on parle de clicker training, et pourtant, on peut faire du clicker training aussi sans ces objets-là. Et fort heureusement, parce que c'est bien encombrant d'avoir une main toujours prise par le clicker. Alors, comment ça fonctionne? Il s'agit en fait d'une technique qui utilise dans le conditionnement opérant ce qu'on appelle le renforcement positif. On ajoute quelque chose après le comportement désiré. Donc on va en général se servir de récompense alimentaire, c'est ce qu'il y a de plus pratique et souvent le plus communément motivant pour les animaux. Donc la fois suivante, l'animal aura envie de refaire ce qui lui a valu l'obtention de cette récompense. Donc c'est en ça qu'on parle de renforcer un comportement, c'est-à-dire qu'on a renforcé chez lui l'idée que
il y a quelque chose à faire et c'est comme ça qu'on obtient une récompense. La particularité dans le clicker training, c'est qu'on fait appel à ce qu'on appelle scientifiquement un renforçateur secondaire. On ne se contente pas juste de donner une récompense après le comportement, on va également intervenir au moment où le comportement se produit, c'est là qu'intervient le clicker, le bruit de l'objet, ou alors un autre son. Moi j'utilise ce son-là, un claquement de langue, qui du coup me libère les mains. Ou alors, pour des animaux qui pourraient être sourds ou qui ont une audition faible, on peut utiliser par exemple un signal lumineux. Par exemple, chez des chiens sourds, comme ça peut arriver de naissance, je sais qu'il y a des éducateurs canins qui vont utiliser une petite lumière plutôt que le son du clicker, puisqu'ils ne peuvent pas l'utiliser, suivi de la récompense. Donc, on va, au moment où le comportement se produit, émettre ce son du clicker, puisque là on va parler du clicker, et après on donne la récompense. Quel est l'intérêt de faire ça plutôt que juste donner une récompense, qui est donc du renforcement positif? Quel est l'avantage de faire ça? Parce qu'on rajoute quelque chose. Eh bien en fait, on améliore la compréhension pour l'animal. Par exemple, si j'ai enseigné au préalable à mon cheval à toucher un objet dans un environnement connu et un objet qu'il connaît, petit à petit, je vais l'emmener dans des endroits moins connus, sur des objets qu'il ne connaîtra pas forcément, et ainsi je vais pouvoir l'entraîner à aller vers des choses qui potentiellement pourraient lui faire peur, comme ici sur cette photo sur la voie publique, et on va désamorcer des réactions de fuite ou d'évitement qui pourraient être dangereux en extérieur en particulier. Et là, si j'apprends à mon cheval à toucher un objet à la demande, je vais pouvoir être extrêmement précise sur ce que je vais renforcer en fait. Là, mon cheval, je vais lui demander de toucher un objet. Donc là, ça va être le panneau. Et déjà, rien que s'il s'intéresse à l'objet, que je vois qu'il a déjà un petit peu peur, le fait qu'il regarde dans la direction de l'objet, ça peut être la chose que je vais renforcer en premier, avant même qu'il ait touché. Je vais cliquer et récompenser. Et vous imaginez que entre le moment où je clique et je récompense, il se passe quelques secondes. Si j'avais pas le son du clicker, que mon cheval fasse le comportement que je veux, par exemple regarder dans la bonne direction et que je lui donne une récompense, entre-temps, il a pu faire autre chose. Il a pu tourner la tête, il a pu reculer d'un pas, il a pu, je sais pas, se secouer, quoi que ce soit autre, mais entre le moment où il a fait le comportement et le moment où il obtient la récompense, il se passe des choses. Et ces choses-là font que le cheval ne sait pas finalement exactement pourquoi il a été récompensé. À force de répéter la situation, il pourra trouver, hein, ça peut marcher. Mais on gagne du temps avec le clicker, le principe du clicker, à marquer le comportement dans un laps de temps quand même assez court, hein, bien sûr, mais plus les animaux sont entraînés, plus ce laps de temps entre le son du clicker et l'arrivée de la récompense peut augmenter. En fait, on améliore finalement, en utilisant le clicker, ce qu'on appelle la contiguïté temporelle. Vous améliorez, comme on dit dans le milieu du cheval, le timing qu'on a, et donc on est meilleur dans la compréhension, on facilite la compréhension du cheval. La différence, j'ai parlé des ânes en titre de cette présentation. En fait, les principes du clicker training sont les mêmes pour tous les animaux. La seule petite différence, et j'y pense là parce que j'évoque une situation vraiment de terrain concrète où on demande par exemple au cheval à toucher quelque chose, les ânes vont se distinguer des chevaux en ça que eux ne vont pas proposer 10 000 comportements avant de donner je dirais la bonne réponse, la réponse qu'on attend. Les ânes vont être beaucoup plus immobiles et finalement, c'est ça qui les distingue surtout des chevaux. Les chevaux vont beaucoup plus gigoter, proposer, s'agiter, peut-être même s'agacer, mais en tout cas, ils vont bouger les chevaux. Alors que les ânes, eux, vont être beaucoup plus statiques, comme vont l'être d'ailleurs certaines races un peu plus froides, comme les chevaux de trait. J'ai rencontré des mérins aussi qui pouvaient être comme ça. Donc voilà, les ânes, je ne vais pas faire un exposé spécifiquement sur eux, mais en tout cas, ils se comportent comme les chevaux, à ceci de différent qu'eux vont être beaucoup plus statiques et moins proposer de choses que les chevaux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne cherchent pas. Je vais vous montrer une petite vidéo
pour vous illustrer le principe vraiment du travail avec le clicker. Pour moi, cette vidéo, elle est vraiment de très très grande qualité en termes de relationnel entre la personne et l'animal. Elle est également d'une très très haute technicité en termes de maîtrise du clicker, de cet outil-là. Donc c'est pour ça que je vous la montre. Je vais vous la commenter. Vous pourrez, si vous voulez, par la suite, la retrouver sur YouTube. J'ai mis le lien là en copie sur la diapositive. Si jamais voilà, vous avez des difficultés à visionner la vidéo, n'hésitez pas à la revoir sur YouTube directement. Donc je vous passe la vidéo. Donc là, vous voyez un soigneur qui fait toucher une cible au tigre. D'abord avec son nez, puis avec la patte. Il simule une injection ou prise de sang. Et vous allez voir qu'il donne plusieurs récompenses cette fois-ci, parce qu'il a fait durer le comportement. Là, il a fait suivre la cible au tigre, il l'a fait mettre debout, ça permet d'inspecter le dessous de l'animal, voir s'il n'y a pas de problème. Là, il va lui demander de se coucher, donc il y a un code pour se coucher. Un code pour ouvrir la gueule et vérifier ainsi l'état des dents. Là, il demande au tigre de suivre la cible et en fonction de l'endroit où c'est, le tigre sait que c'est aussi pour se coucher à cet endroit-là. Il va attraper la queue. Et il va tondre légèrement la queue pour montrer qu'il peut le faire. Ensuite, il va poser un garrot sur la queue du tigre pour avoir le gonflement de la veine. Et bien sûr, il fait un nœud qui peut se défaire vite au cas où l'animal partirait. Alors là, vous remarquez que l'animal reste en place et il n'est pas récompensé pendant ce temps-là. Donc de temps en temps, le soigneur va cliquer et récompenser, mais on voit que le laps de temps entre chaque action et la fréquence des récompenses n'est pas très élevée. Là, il défait le garrot. Et il va comprimer la veine. Là, il clique pas, il va donner une récompense. Mais c'est pas grave, l'animal, il comprend tout à fait. Hein. Et là, il termine sa séquence par un comportement simple, toucher une cible, il donne beaucoup de récompenses. C'est une technique qu'on appelle le jackpot. Et il fait un signe de fin de séance. Donc voilà pour cette vidéo que je tenais à vous montrer parce que pour moi, elle illustre vraiment l'utilisation du clicker on va dire, dans son grand art. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que on voit là la coopération d'un animal alors qu'on est en contact protégé, c'est-à-dire la personne d'un côté d'une barrière, le tigre à l'intérieur de sa cage pour des raisons de sécurité, et ça n'empêche pas d'établir une relation. D'ailleurs, si vous regardez de nouveau la vidéo, vous verrez que le soigneur, il sourit à son animal qui a un contact visuel. Donc, voilà, pour moi, cette vidéo est vraiment très très intéressante et n'hésitez pas à la regarder de nouveau. En fait, dans la technique du clicker training, c'est un petit peu ce que je voulais aussi vous montrer avec cette vidéo, c'est qu'il y a un nombre assez important de techniques. Donc tous ont en commun, pour ceux qui s'appuient sur le clicker training, de s'appuyer sur des connaissances scientifiques. Ça, c'est vraiment la particularité, le dénominateur commun
contrairement à pas mal de techniques qu'on connaît dans le milieu du cheval, de chuchoteurs, qui sont des techniques de terrain qui après se sont inspirées de la science. Là, c'est l'inverse. Là, ce sont des techniques qui reposent sur des principes scientifiques. Donc, toutes les personnes qui parlent du clicker training vont utiliser des termes issus de la science, après avec des petits mots de vocabulaire qui sont ceux que le terrain a pu créer, comme le fait de parler d'un pont, ils disent bridge en anglais, pour signifier le temps entre le moment où on clique et le moment où on donne la récompense. Ça, c'est des termes plutôt de terrain. Mais tous s'appuient sur les connaissances scientifiques et parlent de renforcer, de renforcement positif, etc. Moi, de mon côté, quand j'ai commencé le clicker training, je ne savais pas que je faisais du clicker training. J'ai suivi les principes scientifiques que j'avais appris à l'université en appliquant ce que je savais être du renforcement positif, du renforcement à manger, donner une récompense alimentaire, et utiliser un renforçateur secondaire. Moi, j'utilisais le mot bien. Donc à chaque fois que mon cheval faisait quelque chose, je disais bien et je donnais une récompense. En tout cas au début sur certains exercices, pas tous. Et petit à petit, j'ai pris confiance dans cette technique et j'ai commencé à l'utiliser de plus en plus. Et j'ai fait un stage avec Alexandra Kurland, qui est américaine et travaille spécifiquement avec les chevaux. Cette personne-là, elle m'a dit, mais si, tu fais du clicker training. J'étais un petit peu surprise parce que j'utilisais pas le clicker, l'objet. Mais du coup, ça m'a montré aussi on va dire, l'ouverture et la manière de concevoir ces apprentissages-là qui sont vraiment basés sur des connaissances scientifiques. Donc ensuite, je me suis intéressée à toutes les personnes qui pratiquaient, enfin toutes, en tout cas un certain nombre de personnes qui pratiquaient le clicker training. Et donc je suis allée aux États-Unis pour assister à des conférences, notamment d'Alexandra Kurland et Ken Ramirez, qui est un soigneur reconnu dans le monde entier, en particulier pour l'éducation des mammifères marins. Et donc ce que je vais vous présenter par la suite et les manières dont moi je vois le travail au clicker, c'est issu de mon expérience, aussi modeste soit-elle, et c'est appuyé aussi par ce que Alexandra Kurland et Ken Ramirez, eux, enseignent et qui ont énormément d'expérience et ont formé beaucoup de personnes. Donc qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec des récompenses? Et là, je mets même de côté l'aspect clicker. À partir du moment où on va utiliser le renforcement positif avec des récompenses alimentaires en particulier, on cherche quelque part à susciter le plaisir et l'envie chez le cheval pour participer et être motivé dans ce qu'on lui propose. Donc, on espère provoquer du plaisir, en tout cas, et faire en sorte que le cheval ait envie d'être avec nous et de faire des choses avec nous. La contrepartie, c'est que si on a envie d'obtenir quelque chose, quelque part, c'est qu'on l'a pas. Et si on l'a pas, ça veut dire qu'on est un petit peu frustré de ne pas l'avoir. Mais c'est ça aussi qui pousse l'animal à chercher une solution pour obtenir ce qu'il désire. Donc, si on est sur de la motivation, cette envie qui pousse à faire quelque chose et à chercher une solution, c'est plutôt motivant et c'est plutôt un allié, c'est plutôt une émotion qu'on va chercher à susciter. Par contre, vous vous doutez bien que trop d'envie peut provoquer de l'excitation, mais le fait de ne pas trouver la solution pour obtenir rapidement ce qu'on désire, ça provoque de la frustration. De la frustration qui amène au découragement, selon les individus. Ils peuvent trouver que le cheminement par lesquels on essaye de les faire passer, c'est pas assez payant et du coup ça les décourage. Donc certains vont abandonner, ne plus chercher de solution et du coup ne plus participer à ce qu'on leur propose. Et puis d'autres, ou même les mêmes individus, peuvent passer par différents états, ça peut susciter de la colère aussi. Et la colère, c'est quoi? C'est un cheval qui va mordre, qui va peut-être donner un coup de pied, s'agacer. L'excitation, c'est quoi? C'est un animal qui va nous tournicoter autour, peut-être fouiller dans nos poches, nous bousculer pour essayer d'obtenir plus vite la récompense, gratter, s'agiter, décliner tous les comportements qu'il connaît et qui ont déjà été récompensés, si ça a déjà été le cas. Donc là, on est face à un vrai handicap.
Et ça, c'est forcément ce que va susciter à un moment donné, à plus ou moins grande échelle, le travail avec les récompenses alimentaires. Donc c'est vrai qu'on suscite ce genre de choses en travaillant avec les récompenses. Donc c'est pas un outil qui est sympa si on a un animal qui éprouve de la frustration, surtout à grosse dose. Et d'autant plus, c'est d'autant plus vrai si on a un animal, quel qu'il soit, hein, là on pense aux chevaux, mais c'est valable pour tous, qui est en restriction alimentaire. Si vous avez un cheval qui mange 3 repas de granulés par jour, qui a très peu de foin, qui par ailleurs n'a pas de contact avec ses congénères et voilà, qui est en frustration permanente, travailler avec des récompenses alimentaires, pour lui, ça risque, enfin pour moi, c'est pas quelque chose de correct. On devrait déjà satisfaire ses besoins fondamentaux et ensuite on pourra travailler avec cet outil-là. Donc cet outil, c'est pas un outil forcément sans des émotions liées à la frustration. Donc prenons un cheval qui n'est pas en résoudre le problème des émotions liées à la frustration. Donc prenons un cheval qui n'est pas en, on va dire, en frustration permanente. Lui, il a besoin d'apprendre à gérer ses émotions. Comme chez une personne, hein, quand on grandit, quand on est enfant, on éprouve de la frustration et on sait que c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'entraîne. Et donc, il faut commencer, à mon sens, et je ne suis pas la seule à le défendre ça, si on veut travailler avec des récompenses alimentaires, il faut commencer par enseigner ce qu'on trouve, nous, être les bonnes manières à notre cheval, notre poney ou notre âne, avant de lui apprendre quoi que ce soit d'autre, y compris des tours, des petits tours de cirque, des petits exercices rigolos. Pourquoi? Parce que sinon, on va se faire déborder à un moment ou à un autre. Donc moi, ce que j'appelle les bonnes manières, je les ai appelées, regroupées sous des exercices que j'appelle les exercices de politesse. Et là, sur cette photo, qui est le pendant de la précédente, où on voyait la jument appuyée sur la barrière, là, vous voyez qu'elle n'est plus appuyée sur la barrière et qu'elle fait ce que j'ai appelé la statue. Elle est immobile, la tête et l'encolure dans l'axe de son corps, et plus appuyée sur la barrière et avec son nez en train d'essayer de chercher dans mes poches. C'est ça que je vais cliquer et récompenser. Petit à petit, en quelques minutes, vraiment en quelques minutes, un cheval, je dirais, naïf, qui n'a pas l'habitude de travailler avec les récompenses, ou un poney, va vraiment apprendre très très vite à adopter cette posture et petit à petit la garder plus longtemps quand on évolue autour de lui avec la nourriture, donc dans nos poches, dans nos sacoches. Donc cet exercice-là, on va le décliner de plusieurs manières et je conseille au début de travailler en contact protégé, comme là avec une barrière, la porte du box, une clôture, parce que le cheval peut explorer les possibilités qui ne sont pas celles qu'on veut, à savoir essayer de se rapprocher, tendre son encolure, gigoter. Mais nous, dans ces cas-là, on n'a pas besoin de le repousser, on a juste besoin de s'écarter un peu et on revient que quand l'animal est poli, entre guillemets. Mais donc j'attire bien votre attention sur le fait que la politesse, comme chez l'humain, ce sont des règles qui s'apprennent et si on ne les connaît pas, on ne peut pas les deviner. Ensuite, un des principes là, qui est déclinable à toute technique d'apprentissage, on devrait, quand on vient auprès d'un cheval avec l'envie de faire des exercices avec lui, avoir un plan de séance. Et donc ce plan de séance, il faut le réfléchir et là, comme on est avec les récompenses, pourquoi pas profiter du moment où on va découper ces petits bouts de carottes pour réfléchir aux étapes de nos exercices pour amener l'animal à réussir ce qu'on va lui demander. Alors je fais une petite parenthèse sur le choix des récompenses alimentaires. Moi je vais plutôt préférer au départ les carottes parce que c'est riche en eau, les chevaux mettent un petit peu de temps à mastiquer et du coup ça les occupe, ça leur apporte tout de suite une satisfaction, il n'y a pas trop de sucre non plus dedans. Les bonbons du commerce, je vais les utiliser moi très fréquemment, mais au départ pas dans les entraînements tout pour des chevaux naïfs où on a besoin de beaucoup répéter ces exercices que j'appelle de politesse parce que ça donne soif, les aliments qui sont secs. Donc au départ je vais préférer travailler avec des carottes et puis sinon par la suite oui avec tout autre aliment, il n'y a pas de souci en fonction aussi de l'état de santé du cheval qui pourrait faire de l'embonpoint, faut aussi adapter le type de récompense.
Un autre principe fondamental, c'est de ne pas avoir honte de faire des séances courtes. Même 5 minutes, c'est largement suffisant quand on commence avec un animal qui a besoin de gérer ses émotions par rapport à cette envie, cette frustration qu'il éprouve à ne pas avoir autant de récompenses que ce qu'il, lui, aimerait avoir. Eh bien, il n'y a pas de honte à faire 5 minutes, montre en main, et à poser sa sacoche une fois qu'on a fait ces 5 minutes pour éviter d'avoir un cheval envahissant. Moi, c'est comme ça que je faisais au début. J'avais personne pour me guider et du coup, j'avais ma petite sacoche et quand j'avais fait mes 5 minutes, je posais la sacoche en bord de carrière ou de manège, histoire d'être sûr de ne pas avoir un cheval qui risquerait de venir m'envahir ou de s'exciter parce que j'avais des récompenses. Pour mon cheval, ça s'est jamais produit. Donc voilà, petit à petit, j'ai gagné en confiance sur le fait que je pouvais avoir mes récompenses sur moi en permanence. C'est ce que je fais maintenant tout le temps. Mais au début, j'étais pas du tout confiante et j'évitais ainsi les problèmes et je fonctionnais comme d'habitude une fois que j'avais posé ma sacoche avec mes récompenses. Donc n'hésitez pas à faire des séances courtes et à avoir la possibilité d'enlever vos récompenses pour éviter de susciter des comportements que vous ne voudriez pas et sur lesquels d'ailleurs vous êtes déjà en train de travailler. Alors aussi on peut se dire bah ok, moi d'habitude je donne des friandises à mon cheval à la fin d'une séance de travail ou quand je viens le voir parce que j'ai je sais pas, des épluchures de pommes ou des petites gâteries à lui donner. Du coup je peux plus lui en donner si je fais du clicker. Alors je vous dirais ben non, en effet vous pouvez peut-être pas lui donner comme ça, ce que moi j'appelle gratuitement, mais par contre rien ne vous empêche de continuer à donner comme vous donniez auparavant c'est, on va dire, ces petites gâteries, mais en demandant quelque chose en échange. Et cette chose en échange, c'est simplement renforcer les idées de politesse et du coup de rester immobile quand la personne, quelle qu'elle soit, vient donner quelque chose à manger. Ça peut être votre ration aussi quotidienne, hein, quand vous distribuez à manger, on peut éduquer son cheval à rester à une place immobile et venir dans son seau, dans sa mangeoire, à un signal que l'on va donner. Et on va renforcer ainsi on va dire, l'idée hein, d'avoir un cheval qui se contrôle par rapport à cette excitation, cette frustration que peuvent générer la présence de récompenses. Donc ça prend pas beaucoup de temps. On peut demander 2 secondes d'immobilité et on va donner le reste de ces carottes qui servaient pendant la séance. Et puis comme on a fini et qu'on ne veut pas qu'elles se perdent, bah, on va donner une poignée de récompenses. Et donc là, c'est l'occasion de renforcer cette idée-là. Pareil, on va faire attention que le cheval ne tire pas sur son licol ou s'allonge s'il est à la tâche, qu'il ne soit pas en train de gratter. Tout ça, ce sont des petits détails qui finalement vont faire la différence et vont aider le cheval à maîtriser ses émotions quand on est en séance de travail avec les récompenses. Sinon, on va ce qu'on appelle dégrader la contingence. En quelque sorte, on va dégrader la puissance de notre outil d'enseignement. Alors, dans les questions qui sont fréquemment posées, on peut se demander si à un moment donné, on va pouvoir se passer des récompenses. Alors, je vais peut-être vous faire une réponse de Normand, mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend déjà de où vous en êtes dans votre apprentissage. Sur un nouveau comportement, on va beaucoup récompenser, fréquemment déjà, et sur tous les petits détails, toutes les petites progressions, on va donner des récompenses. Petit à petit, notre récompense va se décaler vers le comportement final qu'on veut obtenir. Par exemple, là, sur cette photo, où on voit que je suis en train de mettre des gouttes dans les yeux de mon cheval Caco. Au tout début de l'entraînement, pour mettre les gouttes dans les yeux, je vais demander à mon cheval de venir au contact de la main, mais non pas au niveau de l'œil, ce serait trop compliqué. Je vais lui demander au niveau d'un endroit où ça ne le dérange pas d'être touché habituellement, mais là c'est lui qui va venir au contact, au niveau du chanfrein par exemple, ou entre les deux yeux. Puis petit à petit, ça va être la joue, ça va être l'apophyse zygomatique, puis après ça va être les paupières. Puis après, une fois que c'est les paupières, c'est rester au contact. Et ensuite, ça va être une autre main qui va venir s'approcher, simuler le fait de s'approcher avec un produit. Donc petit à petit, je vais donner des récompenses pour cette nouvelle étape et je ne vais plus récompenser l'étape précédente. Donc finalement, je me passe des récompenses
petit à petit. Ensuite, une fois que le comportement est acquis, est-ce que je vais toujours continuer à donner des récompenses? Moi, ma réponse est oui, mais pas aussi souvent que dans un début d'apprentissage. On va plutôt être sur un système où on essaye d'être pas trop prévisible, et donc être sur un système aléatoire qui va quelque part surprendre un peu l'animal et entretenir sa motivation. Donc, par exemple, 2 fois de suite après le comportement voulu, je donnerai des récompenses, et puis peut-être il se passera 2, 3 fois sans récompense, puis une autre fois une récompense, puis de nouveau une fois sans, 2 fois avec, etc. Après, je peux aussi décider que certains comportements sont plus coûteux que d'autres, et j'ai intérêt à les maintenir avec je dirais une stabilité, une volonté de la part de l'animal quasi constante et qui se dégrade absolument pas. Pour les soins, en particulier quand c'est douloureux, moi j'estime, moi en tant que personne, vis-à-vis des chevaux que je connais, dans les situations que je connais, qu'il y a certaines situations que je vais systématiquement récompenser sur le plan alimentaire à chaque fois. Donc les gouttes dans les yeux, par exemple, je vais quasi, allez, sur vraiment, s'il y a une douleur, oui, je vais systématiquement récompenser. Par contre, si c'est quelque chose où je vois que c'est facile pour le cheval, peut-être que si je fais les 2 yeux, je vais récompenser un des 2 yeux et pas les 2. Mais voilà, sur certains éléments où je sais que ça coûte à l'animal, là je vais récompenser systématiquement. Mais c'est là où aussi on commence à toucher du doigt l'adaptation à chaque animal, à chaque individu. Et donc ça, c'est à chacun de s'adapter à qui il a en face de lui et regarder aussi son animal et voir comment lui perçoit la situation et si on a intérêt à le renforcer ou moins souvent. Alors, est-ce que je vais systématiquement donner une récompense alimentaire quand je clique? Moi, ma réponse est oui, mais ça, c'est une manière de faire. Je vous ai parlé des spécificités des entraîneurs. Moi, si je clique, donc le son du clicker ou le avec la bouche, je vais donner systématiquement la récompense alimentaire. Par contre, j'ai d'autres signaux qui vont dire c'est bien, continue. Par exemple, je vais dire bien ou alors faire avec le mot encore, ça veut dire c'est bien, continue. Je ne clique pas là, mais de temps en temps, il y aura une récompense pour le mot bien ou le mot encore. Est-ce qu'il faut avoir un clicker? Ça, vous avez eu la réponse déjà. Pas forcément. On peut faire du clicker sans clicker. Ça permet de libérer les mains. Et donc, surtout au tout début, moi, je vais utiliser le clicker pour les nouveaux apprentissages, alors qu'au départ, je m'en passais. Et je vais utiliser le clicker parce qu'il est plus bref, plus immédiat. Et donc, il va donner une meilleure compréhension à l'animal. Et au bout de 2-3 fois, je vais passer au clock avec la langue. Est-ce que la récompense est forcément alimentaire? Je dirais que commencez toujours par la récompense alimentaire et au bout d'un certain nombre de répétitions, regardez si en grattant votre cheval et qu'il manifeste du plaisir comme sur cette photo avec le nez qui s'allonge, est-ce que le cheval va répéter le comportement plus vite ou bien ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez essayer, ça peut être temporaire, hein, quand il y a des insectes qui piquent, les chevaux peuvent vouloir travailler pour des gratouillis bien sentis. Vraiment, on va bien gratter plutôt que la récompense alimentaire, mais sinon, c'est, je dirais, dans la majorité des cas, la récompense alimentaire. Est-ce qu'il faut se passer de ce qu'on connaît déjà si on fait du clicker? Ma réponse est non. Vous pouvez tout à fait continuer à faire ce que vous faites habituellement et instiller le travail au clicker avec les récompenses sur des nouvelles choses. Moi, mon cheval était débourré et tourné à la longe. C'est pas des choses que j'ai reprises quand j'ai commencé à travailler au clicker avec lui. Est-ce qu'on peut utiliser le clicker en selle? La réponse est oui. Vous pouvez vous tourner, enfin c'est le cheval qui doit se tourner pour prendre la récompense. Faites juste attention que certains sont assez brutaux quand ils vont prendre. Donc je pense qu'il faut déjà qu'ils soient habitués à pied. Et ensuite, vous pouvez le faire en selle. Et puis l'intérêt aussi, c'est d'avoir quelqu'un, un enseignant qui va vous cliquer, vous et votre cheval. Et là, c'est gagnant-gagnant pour le cheval et le cavalier. Et c'est au cavalier de donner la récompense au cheval qui va se tourner pour prendre la récompense. Ensuite, comment on fait pour qu'un cheval fasse les comportements qu'on attend? Eh bien, il y a la technique de la cible
que je vous ai montré sur la vidéo avec le tigre, et puis aussi capturer un comportement quand il se produit spontanément. Donc on va cliquer récompenser et après on introduira un code. Enfin, certaines personnes vont dire que c'est assez froid de travailler au clicker. Pour moi, ça n'est pas le cas. C'est pas parce qu'on se tait qu'il n'y a pas des émotions qui passent. Et toute la subtilité de cet outil-là, ça va être de savoir quand on récompense, quand on retient de donner une récompense pour motiver l'animal à chercher une solution. Et c'est là où l'empathie chez nous va faire qu'on est capable de s'adapter à son cheval et voir les efforts qu'il va faire. Et du coup, ça peut être tout à fait riche en émotions. Si on n'est pas juste dans ce qu'on fait, on va vite le savoir, et la relation qu'on va construire avec le cheval ne va pas être solide, et on n'aura pas un cheval qui va coopérer. C'est pas parce qu'on a de la nourriture que forcément il va coopérer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le clicker training, c'est une technique de communication et d'entraînement. Pour moi, c'est les deux. On peut pratiquer le clicker de plusieurs façons, et il n'y a pas besoin de cet objet pour le pratiquer. À mon avis, il faut vraiment savoir gérer la frustration et l'enseigner au cheval, l'aider à passer ce cap-là pour pouvoir travailler avec cet outil. Et surtout, il faut faire des petites séances. Si vous voulez en savoir plus, il y a les prochaines webconférences. Alors, en particulier, la journée Sciences et Innovation Equine, JSIE, qui a lieu mardi. Il faut s'inscrire. Dès maintenant, vous pouvez, et il faut s'inscrire pour le matin et l'après-midi. Donc, il y a 2 inscriptions différentes. Et puis, vous voyez d'autres webconférences qui sont, elles, plus classiques sur des formats comme celui d'aujourd'hui. Mais sinon, la JSIE, c'est toute la journée. Et ensuite, je vous ai mis quelques ressources sur la technique du clicker si vous voulez en savoir plus.